Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ces séminaires. C'était une organisation très rapide. Et alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé de savoir comment on mesure une différence des temps et puis une distance entre deux points. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et alors, je vais vous parler de cette expérience qui s'appelle l'Opéra et plus précisément de la mesure de la vitesse de neutrinos dont vous avez probablement entendu parler depuis vendredi dernier et qui a été relayé largement dans les médias. Alors, je vais d'abord vous donner quelques généralités sur le neutrino pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un neutrino. Ça va être un peu rapide. Et par la suite, je vais vous expliquer le sujet principal de l'expérience Opéra, qui n'était pas vraiment cette mesure, et qui sont les oscillations de neutrinos, qui sont des propriétés de cette particule un peu énigmatique. Ensuite, je vais vous parler du faisceau de neutrinos du CERN, parce que vous pouvez faire d'expériences de ce type-là sans avoir un faisceau défini provenant d'un laboratoire capable de fournir ce genre de faisceau. Par la suite, je vais passer à l'expérience Opéra et au premier résultat sur les oscillations, comme je vous ai dit, ce qui est le sujet principal de l'expérience. Et par la suite, je vais passer à l'essentiel de cet exposé, qui est la mesure de la vitesse de neutrinos à cette énergie de ce faisceau bien défini. Et ensuite, on va arriver aux conclusions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neutrino? C'est une particule fondamentale. Vous avez ici un tableau avec toutes les particules fondamentales qu'on connaît actuellement. Vous avez les bosons qui ont un spin entier qui véhiculent les interactions. Vous avez par exemple les gluons qui véhiculent l'interaction forte. Vous avez les deux bosons Z et W qui sont très lourds, qui véhiculent l'interaction forte. Et vous avez le photon qui véhicule l'interaction électromagnétique. Donc nous allons comparer, comme vous savez, la vitesse de ce neutrino à la vitesse du photon, qui est le porteur de l'interaction électromagnétique. En plus de ça, vous avez les particules qu'on appelle les particules de matière, les fermions, qui composent la matière que vous voyez ici tous les jours. Et vous avez ces familles de ces fermions, qui sont d'abord les quarks. Toutes les familles se couplent par deux. C'est une symétrie de ces particules. Vous avez ensuite les leptons qui sont ici, qui sont moins lourds que les quarks, pas tous. Et vous avez les interactions sur chaque marche. Alors l'interaction agit sur les particules sur la même marche et sur les marches plus hautes que là où c'est marqué. Donc vous voyez par exemple que l'interaction faible agit sur tous les fermions que vous avez. Vous avez l'interaction électromagnétique qui agit sur les leptons chargés et lourds, comme l'électron que vous connaissez très bien, le muon qui est un électron un peu plus lourd, et puis le tau qui est un lepton très lourd. Et vous avez l'interaction forte qui agit sur les quarks. Alors, vous voyez, toutes ces particules ici, elles étaient connues d'être déjà avec une certaine masse. Le neutrino était connu jusqu'à il y a une dizaine d'années comme des particules neutres et sans masse. C'est en tout cas ce qu'on appelle le modèle standard, la théorie qui prévoyait jusqu'à présent, qui prévoit toujours, qu'on essaye de rafistoler un peu maintenant pour prévoir une masse pour ce neutrino, parce qu'avec ces oscillations que je vais vous montrer, on prévoit quand même que ces particules ont une masse. Alors l'autre particularité de ce neutrino par rapport aux autres particules, c'est que c'est des particules sans charge électrique. Parce que vous avez ici les leptons lourds qui ont une charge, l'électron qui a une charge négative, moins 1. Si on prend comme unité la charge du proton ou de l'électron, vous avez aussi les quarks qui ont des charges fractionnaires. Alors, à ces panoramas-là, il faut ajouter en plus les antiparticules des fermions que vous avez ici. Déjà, vous voyez qu'à ce niveau-là, le neutrino se distingue des autres particules, bien qu'ils se couplent à leurs frères, les leptons chargés. Donc ici, si vous produisez une de ces particules, à chaque fois, vous produisez aussi son partenaire. Alors, où est-ce qu'on trouve les neutrinos? Alors, ce n'est pas des particules qu'on a découvertes la semaine dernière, comme certains journalistes le disent. C'est des particules qu'on connaissait depuis très longtemps et qui ont été prévues par Pauli en 1930. À l'époque, on connaissait juste les protons et l'électron. On ne connaissait même pas le neutron. Et Pauli les avait appelés neutrons. C'était ensuite, quelques années, 2 ou 3 années plus tard, quand les neutrons avaient été découverts,
Fermi italien, il les a appelés, au lieu de les appeler neutrons, il les a appelés neutrinos, qui veut dire petit neutron. Alors, le champion de toute catégorie d'arrosage des neutrinos ici sur Terre, c'est le Soleil, qui nous envoie 400 000 milliards de neutrinos par seconde et par corps humain. Depuis que je vous parle, vous pouvez déjà faire les calculs de combien des milliards et des milliards de neutrinos ont traversé votre corps, rien que ceux qui proviennent de notre Soleil, qui ont une gamme d'énergie qui peut aller jusqu'à une vingtaine de MeV. Alors vous avez ensuite l'univers. Le Big Bang a produit 330 neutrinos par centimètre cube. Vous prenez un petit cube ici, vous allez trouver dedans à peu près 330 neutrinos. Ils ne sont pas là immobiles, ils voyagent à la vitesse de la lumière, et certains, comme on va le voir, peut-être plus que la vitesse de la lumière. Ceux-là, c'est, disons, ce qu'on appelle les neutrinos reliques, qui sont là avec une énergie très très faible, ils sont très très froids, mais ils existent partout. Vous avez les étoiles qui en produisent un tout petit peu, les supernovae qui en produisent un tout petit peu, moyennées sur tous les temps, mais quand il y a une explosion supernova, vous avez une énorme impulsion de neutrinos qui peuvent traverser la Terre, comme la supernova qui a explosé en 87, qu'on appelait 87A. Vous avez la radioactivité aussi de la Terre, la radioactivité naturelle de la Terre. Vous avez à peu près 50 milliards de neutrinos par seconde et par corps humain. Vous avez aussi les centrales nucléaires, qui en produisent beaucoup, ça dépend à quel endroit vous vous citez, mais on peut aller jusqu'à 100 milliards de neutrinos par seconde et par corps humain, et c'est des neutrinos entre 1 et 10 MeV. Vous-même, le corps humain, en produisent beaucoup. Vous en produisez à peu près 340 millions de neutrinos par jour que vous envoyez dans l'univers, puisque ces particules ne voient pratiquement pas la matière. Donc on a ce qu'on appelle une section efficace d'interaction très 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 faible, et ce qui constitue une des difficultés de nos expériences. Et ça, c'est dû au potassium 40 que contient notre corps. Alors, les oscillations de neutrinos, qu'est-ce que c'est que les oscillations de neutrinos ? Comme je vous ai dit, on a découvert récemment que ces particules ont d'une masse. D'après la mécanique quantique, si les neutrinos ont d'une masse qui est non nulle, ils peuvent osciller. Qu'est-ce que ça veut dire osciller ? Comme vous avez vu, il y a 3 familles de ces neutrinos, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tau. Au cours de leur voyage, ils peuvent passer d'une famille à l'autre. C'est une propriété encore spécifique de neutrinos. Ils peuvent se déguiser et puis devenir une autre famille de neutrinos. C'est-à-dire, vous prenez un neutrino électronique ici, au bout d'un certain temps, il va se transformer en neutrino muonique ou en neutrino tauique. Évidemment, derrière ces oscillations, il y a un certain nombre de paramètres qu'on va voir par la suite. Alors, pourquoi ? Parce que, en termes un peu mathématiques, on dit que les états propres des masses peuvent ne pas coïncider avec les états propres de l'interaction. L'interaction faible produit des états propres que nous connaissons, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tau, mais ces particules-là peuvent être la composition d'autres particules élémentaires qu'on va appeler par la suite nu1, nu2 et nu3. Donc là, ils peuvent osciller entre eux. Et il ne faut pas être surpris, par exemple, si vous produisez des neutrinos muoniques à l'endroit, de trouver des neutrinos tauiques plus loin. Donc, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais bon, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste de connaître une matrice, ce qu'on appelle une matrice de mélange de neutrinos. Alors, voilà. Pour le neutrino, par exemple, électronique, vous pouvez avoir 3 états à l'intérieur, nu1, nu2 et nu3, avec une certaine composition qui est décrite par ces paramètres-là, qu'on va le voir par la suite, c'est des éléments d'une matrice de mélange. Alors, vous voyez ici cette matrice de mélange, ça va vous permettre de passer d'une base à l'autre. Vous avez tous fait des rotations, des transformations, donc ça se résume toujours par une matrice. Vous avez l'état des neutrinos connus, et ici, vous avez l'état des nu1, nu2 et nu3. Alors, cette matrice-là, elle est unitaire, sauf si vous avez un corps de neutrinos qui sont inconnus. Et il y a des gens qui soupçonnent que peut-être nous avons aussi des neutrinos inconnus. Alors, il suffit d'appliquer l'unitarité et puis faire certains calculs, parce que tous les paramètres ne sont pas indépendants de cette matrice-là. Et puis, on va voir plus loin qu'on peut réduire ces 9 paramètres à 4 paramètres. Alors, par la suite, comment est-ce que ça se propage dans le temps ?
Parce que je vous ai dit, ils peuvent changer des familles par la suite. Vous supposez que vous avez 3 ondulations, vous les sommez, à un certain moment, vous allez produire des résonances, un peu plus loin, vous allez avoir une autre résonance, et ainsi de suite. Donc ça, disons, les états que nous connaissons, c'est une sorte de résonance de ces 3 ondes que vous superposez. Alors vous pouvez prendre, pour voir la propagation de l'étang, vous prenez les solutions de l'équation de Schrödinger, et vous allez arriver à cette équation-là qui va vous décrire l'évolution dans l'étang d'un état que vous avez produit ici, avec la probabilité que cet état devienne un autre état par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les paramètres d'oscillation de cette probabilité dépendent de la différence des carrés des masses de neutrinos. Malheureusement, nous n'avons pas accès à la masse de neutrinos par les oscillations, qui sont un outil très précis, mais on ne peut pas avoir accès directement à la masse. Nous avons uniquement accès au carré des différences de masse. L'autre paramètre qui intervient, c'est la distance à laquelle vous faites vos observations divisée par l'énergie. Au lieu d'exprimer ça en temps, on a exprimé ça en distance divisée par l'énergie. C'est plus parlant pour savoir où vous allez mettre votre expérience et quelles énergies de neutrinos il vous faut pour faire votre expérience. Alors, si vous avez un laboratoire qui a des accélérateurs et qui peut vous produire des neutrinos, et si vous avez aussi un laboratoire souterrain quelque part où vous pouvez placer votre détecteur, déjà votre distance est fixe. Si vous voulez étudier un certain type d'oscillation, ce qui vous reste, c'est d'ajuster l'énergie de vos neutrinos. Vous pouvez avoir aussi l'inverse, c'est que l'énergie de vos installations ne vous permettent d'avoir une certaine énergie, vous allez mettre votre détecteur à la distance où il faut. Bon, ça peut se trouver que cette distance est au milieu de nulle part, donc vous aurez du mal à convaincre vos agences de financement de vous produire un laboratoire souterrain très cher au milieu de nulle part. Donc il faut profiter, disons, des installations qui existent. Ça, c'est une contrainte que nous avons très souvent. Alors, ici, si vous avez une paramétrisation de cette matrice, vous pouvez la décomposer en une sorte de 3 rotations. Alors, pour l'instant, oubliez cette partie-là, ça ne va pas nous intéresser du tout. Ça, c'est ce qui va décrire des paramètres qui interviennent si les neutrinos sont aussi leurs propres antiparticules. C'est encore un autre mystère de neutrinos. Nous ne savons pas que si les neutrinos sont aussi leurs propres antiparticules. Là, on aura 2 phases de plus. Alors, vous avez ces 3 matrices qui sont ici. Comme je vous ai dit, c'est des 3 rotations dans l'espace pour amener un référentiel sur l'autre. Alors, vous avez la première partie ici. Ça, c'est l'essai, c'est des cosinus d'un angle. Alors, vous avez les 3 angles θ1, 2, θ2, 3 et θ1, 3. Et vous avez les 2 différences des carrés de masse, puisque vous avez 3 états. Alors, la première partie, on les a décomposées aussi de cette façon-là pour qu'on puisse attaquer un certain type de neutrinos et aller directement à ces paramètres ici. Cette première partie peut être étudiée en utilisant les neutrinos solaires, puisqu'on a vu qu'il y en a énormément. On connaît la distance entre la Terre et le Soleil, on connaît un petit peu les énergies de ces neutrinos, donc on peut attaquer l'angle θ1, 2. Alors vous avez ensuite les neutrinos atmosphériques et les neutrinos des accélérateurs. On peut attaquer ce qu'on appelle θ2, 3. Alors, dans l'atmosphère, où nous sommes bombardés essentiellement par des protons très énergétiques, on produit énormément de neutrinos. Donc, vous mettez votre détecteur quelque part, et vous pouvez voir tout autour de la Terre pour faire varier, disons, artificiellement la distance, et vous pouvez voir les oscillations de neutrinos. C'est comme ça qu'une grande expérience qui s'appelle Super Kamiokande au Japon a prouvé vraiment que ce qu'on voyait, c'était des oscillations de neutrinos, et que les neutrinos avaient une masse. Alors vous avez aussi cette partie dθ1, 3 qui est essentiellement, qui concerne essentiellement les réacteurs, parce que les réacteurs aussi, on a vu, qui produisent beaucoup de neutrinos. Il y a actuellement des expériences auprès des réacteurs qui sont en train de tourner maintenant, et qu'on attend prochainement qu'ils nous donnent des résultats sur cet angle θ1, 3. Et on peut aussi les avoir, ça aussi par des accélérateurs. Il y a une expérience au Japon qui s'est arrêtée à cause du tremblement de terre, mais qui est en train de se remettre en route, qui attaque aussi θ1, 3 et qui ont donné des résultats, parce que c'est le seul angle sur lequel, jusqu'à présent, on n'avait qu'une limite. Les autres angles, on les a mesurés de façon plus ou moins précise, mais il restait cet angle-là où on avait une limite supérieure. Alors, vous avez aussi un autre paramètre ici qu'on appelle le delta CP, qui est juste pour prendre en compte une éventuelle violation CP, violation charge-parité, dans le domaine des leptons qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, qui était très important, essentiellement pour comprendre
la disparité qu'il y a dans l'univers entre matière et antimatière. Alors il y a un certain nombre de théories sur ce sujet. Alors maintenant, on va passer à notre expérience, c'est-à-dire dans le domaine θ2, 3 qu'on a vu auparavant, qui était, disons, cette matrice qui est ici. Alors, il y a deux expériences actuellement sur le marché qu'on appelle des expériences long baseline. Bon, j'ai essayé de toute la semaine de traduire tous les mots en français, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui restent encore. Où on envoie des neutrinos sur des longues distances. Alors, vous avez l'expérience au Fermilab, qui est près de Chicago, ici, qui envoie son faisceau à travers la croûte terrestre, puisque la Terre est ronde, il faut traverser la Terre et ressortir de l'autre côté, dans une mine du Minnesota qui s'appelle Sudan. Et cette distance, ça fait à peu près 730 km. Par hasard, nous avons la même distance en Europe aussi, entre les CERN et le laboratoire souterrain du Grand Sasso. On travaille dans le même domaine, donc on utilise des neutrinos muoniques, et on essaye de voir de l'autre côté comment on peut mesurer les paramètres des oscillations. Alors il y a une différence entre les deux projets, c'est qu'il y en a une expérience qui travaille en mode disparition, c'est-à-dire on produit les neutrinos muoniques ici, et on mesure combien de neutrinos muoniques on a de l'autre côté. Et on voit combien ils disparaissent, et on peut sortir les paramètres, par exemple, θ2, 3, de cette façon-là. Mais on ne sait pas, il y a des théories qui peuvent prédire qu'ils disparaissent, pas seulement parce que ça oscille, mais parce qu'il y a des neutrinos qui se désintègrent, où il y a une certaine décohérence entre les trois états, et puis on ne sait pas, ils disparaissent, ils deviennent autre chose. Alors Opera, ici en Europe, c'est une des premières expériences d'apparition. On veut détecter pour la première fois, dans ce faisceau pur de neutrinos muoniques, une autre famille qui apparaît du côté du Grand Sasso. Alors nous, on étudie l'oscillation entre mu et nu-tau, donc qui est donnée par cette formule ici, qui est d'une bonne approximation. Et comme je vous ai dit, on est tombé sur à peu près la même distance avec les Américains. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut produire un faisceau de neutrinos? Alors, vous prenez des protons, on en a beaucoup, c'est de l'hydrogène. Vous les envoyez sur une cible, et de la cible, il va sortir ce qu'on appelle des hadrons, des mésons, des pions et des carons, essentiellement des pions. Alors les pions vont, au bout d'un certain temps, ils vont se désintégrer, ils vont nous donner des muons et des neutrinos muoniques, le partenaire des muons par la suite. Mais comme les neutrinos, c'est des particules neutres, on ne peut rien faire pour les orienter vers une direction. Alors ce qu'on peut faire, c'est juste orienter les parents de neutrinos vers une direction, les mésons chargés qui les produisent. Et ensuite, les enfants, comme d'habitude, vont suivre les chemins des parents. Bon, ça n'arrive pas toujours, il y a des déviations, dans ce cas-là aussi. Alors, pour orienter les hadrons, on utilise ce qu'on appelle une corne magnétique. Ça, il faut voir ça en 3D. Et on envoie dans la peau de cette corne électromagnétique un courant très élevé. Le faisceau des protons, il est pulsé, il arrive à un certain moment. En même temps, on envoie aussi les impulsions des courants dans la corne. Et il y a un champ toroïdal qui s'est créé à l'intérieur de la corne qui va dévier les particules vers la direction où on a placé notre détecteur. C'est tout ce qu'on peut faire. Ensuite, les mésons vont se désintégrer. Nous avons un long tunnel de désintégration. Et parmi les milliards et les milliards de neutrinos qu'on va envoyer, quelques-uns ils seront détectés par notre détecteur qui est placé. Comme je vous ai dit, il y avait un laboratoire souterrain qui existait, on a voulu en profiter. Alors l'énergie des protons peut être très réglable, vous avez des accélérateurs, vous accélérez plus ou moins. La distance entre les points de production et les détecteurs peut être réglable, mais dans notre cas, comme je vous ai dit, il y avait des installations qui préexistaient. Les choix des types de neutrinos, on peut choisir les neutrinos ou les antineutrinos. Suivant la direction du courant qu'on envoie, on peut avoir le champ magnétique qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Et dans ce cas-là, on peut choisir un de deux types, neutrinos ou antineutrinos. Mais l'énergie des neutrinos n'est pas toujours très bien définie, puisqu'ils proviennent de la désintégration d'autres particules. Alors, ils vont occuper tout l'espace des phases qui est permis. Alors voilà le faisceau, comment il est, le faisceau de neutrinos du CERN, ce qu'on appelle le CNGS.
vous avez ici les protons qui arrivent sur une cible qui est à l'extérieur juste devant la corne magnétique. Vous avez une première corne magnétique qu'on voit ici, qui est assez longue, elle fait à peu près 6 mètres, qui va dévier les mésons vers le détecteur. Il y en a quelques-uns qui seront un petit peu trop déviés pour les rattraper et augmenter encore la densité des neutrinos de l'autre côté. On met ce qu'on appelle un réflecteur, une deuxième corne, mais à l'envers cette fois-ci. Donc il va redresser un peu les particules. Ensuite, il y a un long tunnel de désintégration qui fait à peu près 1 km. Les quelques protons qui restent encore dans les faisceaux, ils vont finir dans ce qu'on appelle un beam dump. Et derrière, nous avons 2 stations de muons pour monitorer le faisceau. Si, par exemple, il y a la cible qui casse, on aura moins de neutrinos dans ces stations-là, ou s'il y a une déviation du faisceau, on le verra tout de suite et on peut tout arrêter avant d'irradier toute la région autour. Alors, vous voyez ici la cible, c'est en forme de barillet. Il y a 5 cibles sur un barillet, et puis on place la cible qu'on veut, et si jamais ça casse, on tourne. Pour l'instant, au bout de 4 années de fonctionnement, rien n'a cassé de ce côté-là. Je vous ai dit là, ça c'est la corne, et ici c'est le bout du tunnel de désintégration, d'où les neutrinos par la suite continuent leur chemin vers les grands sassos. Et ici vous avez une des 2 stations de muons ici, qui est une forme de croix, juste pour monitorer le profil du faisceau, avec des petits tubes à dérive. Alors voilà ici le complexe des accélérateurs du CERN. Le CERN, le grand avantage du CERN, c'est de disposer de toutes ces machines, donc ils peuvent relativement facilement ajouter des nouveaux morceaux sur ces machines-là. Alors, vous avez les protons qui sont produits, qui sont envoyés dans l'EPS, ensuite dans le SPS qui est ici. Ils sont sortis ici, il y a ce qu'on appelle un kicker, qui est un dipôle, qui reçoit une impulsion dans son aimant et qui dévie les particules vers le tunnel du CNGS ici, où on a la cible, et puis ensuite les neutrinos ils sont orientés vers le grand Sasso qui se trouve à 730 km de cet endroit. Alors ici, vous avez aussi le LHC. Donc le point d'extraction, il est le même pour le CNGS et puis pour le LHC. Ça se fait au même endroit. Voilà une vue un peu tridimensionnelle du dispositif à la sortie. Ici, vous avez le SPS et vous avez le LHC. Donc les protons, ils arrivent ici, ils sont déviés. Il y a le dipôle qui est ici, qui les dévie et qui les fait sortir. Et ici, vous avez la chambre avec la cible et la corne. Et ici, vous avez les 2 stations de muons qui sont séparées. Ici, le reste, c'est de la Terre qui est tout autour. Vous voyez aussi le LHC qui passe à peu près à 14 mètres au-dessus du tube de désintégration. Alors, la cible est un élément essentiel. C'est voilà la cible que nous utilisons. Elle est composée, ça c'est le support de la cible. La vraie cible, c'est les petits bâtonnets rouges que vous voyez ici, très fins. Le faisceau, il est vraiment aussi très fin. Et on laisse aussi un petit espace entre les différents bâtonnets pour ne pas réabsorber les mésons qui vont sortir de la cible, pour augmenter, disons, l'intensité de neutrinos. Tout ça, ça a été optimisé avec un certain nombre de logiciels. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les impulsions qui sont envoyées, le courant qui est envoyé dans la corne. On le voit ici. Et puis, on voit les 2 extractions. Alors, on a 2 extractions du SPS qui sont espacées de 50 millisecondes. C'est ce qu'on va appeler tout le long de cet exposé des extractions. Donc, ça va être les 2 coups du kicker pour sortir les faisceaux du SPS. Alors, chaque extraction dure 10,5 microsecondes. Comme je vous ai dit, elles sont espacées de 50 microsecondes. Et ça, c'est un cycle qui se répète toutes les 6 secondes. Et ensuite, il y a un super cycle pour toutes les machines du CERN. Alors, le courant envoyé dans la corne, il dure plus longtemps parce que finalement, ce qu'on utilise, c'est le haut de cette demi-sinusoïde ici qui était relativement plat au moment où les protons arrivent droit sur la cible. Alors, on voit les 2 extractions ici. À chaque plat, il y a 2 extractions qui sont espacées de 50 millisecondes et le cycle de 6 secondes par la suite. Alors, sur chaque impulsion, sur chaque extraction, vous avez à peu près de l'ordre de 2 puissance 13 protons qui sont envoyés sur la cible. Donc, il y a beaucoup de puissance à dissiper, de chaleur, pour que la cible n'explose pas. Il y a beaucoup de problèmes de radioactivité aussi. Alors maintenant, comme je vous ai dit, le spectre en énergie des neutrinos qui sont produits n'est pas très bien défini. Ce n'est pas une raie monoénergétique. Vous avez un spectre assez large. Vous voyez ici, c'est sur une échelle logarithmique. Ici, vous avez l'énergie en GeV.
vous avez le spectre des neutrinos muoniques, et vous avez aussi quand même une petite contamination de l'ordre de 2% qui reste encore dans les faisceaux, qui proviennent essentiellement des ondes dineutrinos. Il y a certaines particules aussi qui sont créées, certaines maisons qui se désintègrent et qui donnent des ondes dineutrinos. Vous avez les neutrinos électroniques et des neutrinos, des ondes dineutrinos électroniques. Nous ne voulons, pour Opera, on ne voulait absolument pas avoir de neutrinos tau, puisque nous sommes censés découvrir des neutrinos tau qui proviennent de l'oscillation et pas d'une certaine contamination du faisceau. Donc cette contamination est vraiment négligeable dans ces faisceaux. Alors si maintenant vous prenez la probabilité que je vous ai montrée avant pour qu'un mu oscille vers un nu tau, ou la disparition des neutrinos muoniques, vous avez une probabilité de ce type-là. Donc la probabilité au début, elle est nulle pour qu'ils oscillent, donc ils vont rester eux-mêmes pendant un certain temps, et puis après, ils vont commencer à osciller. Donc ici, c'est en échelle logarithmique, en L sur E. Si par exemple, vous prenez ici une énergie de 1 GeV, alors ici, vous aurez 1000 km. Donc Opera se place en L sur E autour de 43, dans cette zone orange que vous voyez ici. Vous voyez tout de suite qu'on n'est pas vraiment à la position optimale. On aurait préféré être un petit peu plus loin pour profiter de la création de plus des nu tau, suivant les paramètres que nous connaissons actuellement. Mais si vous allez plus loin, compte tenu de l'angle solide, vous aurez aussi moins de neutrinos. Donc il fallait trouver un compromis. Alors là, l'énergie moyenne qu'il faudra retenir ici des neutrinos est autour de 10 GeV, mais vous voyez le spectre, comme je vous ai dit, il est assez large. La distance, 730 km, donc ça nous définit cette probabilité, surtout si on prend l'angle θ2,3 de ce que nos amis américains de Minos nous donnent. Alors voilà le site d'Opera au Grand Sasso. Comme je vous ai montré avant, ça se situe à peu près au niveau des Roms. Vous avez 1400 mètres des roches au-dessus des laboratoires qui se trouvent ici, à cet endroit-là. Donc ça fait à peu près 3800 mètres équivalent eau. C'est comme ça qu'on définit, nous, le blindage. Et le laboratoire souterrain, il est donc sur un double tunnel autoroutier. Vous avez 2 voies à l'aller, 2 voies au retour, donc il y a 2 tubes d'autoroute. Et à peu près au milieu, vous avez le laboratoire souterrain qui est un grand laboratoire. Ce n'est pas des petites cavernes, c'est des cavernes énormes qui peuvent contenir pratiquement une cathédrale. Vous avez 3 halls ici. Et Opera se trouve ce qu'on appelle dans le hall C. Il y a le hall A, et hall B et hall C. Et Opera se trouve dans le hall C. Les neutrinos, ils arrivent du côté de Genève dans cette direction-là. Alors Opera est composé d'à peu près 36 laboratoires, pas seulement européens, qui proviennent à peu près de 11 pays. Vous avez une très forte composante japonaise, et les Japonais ils mettent beaucoup de moyens dans les neutrinos. Vous avez évidemment une très forte composante aussi italienne, puisque le laboratoire se trouve chez eux. Et par la suite, vous avez la composante française, qui n'est pas négligeable non plus. Alors, comment est-ce qu'on fait la détection des nu tau ou des nu-mu? Mais les nu, on verra, c'est facile, mais les nu tau, c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous avez le nu-mu qui va devenir en nu tau, on espère, on prévoit. Le nu tau, il va taper sur un noyau dans notre cible, dans Opera, et qui va nous donner des hadrons. Mais en même temps, il va produire la particule sœur, puisque ça vient toujours par paire. Donc le neutrino tau, le neutrino muon, il va nous produire un muon, mais le neutrino tau, il va vous produire le lepton tau. Alors le lepton tau, il ne vit pas longtemps. Les autres vivent plus longtemps, mais le neutrino tau, il n'ira pas très loin à ces énergies-là. Il va parcourir à peu près en moyenne 1 mm. Donc c'est une toute petite distance, et nous devons couvrir quand même des grandes surfaces pour détecter un certain nombre de ces neutrinos. Alors le neutrino tau, il va se désintégrer, il va donner bien sûr d'autres neutrinos par la suite, donc qu'on ne verra pas. Malheureusement, on ne les verra pas, donc on ne pourra pas par exemple les détecter et reconstruire les énergies de ces particules, mais il va nous donner aussi des particules chargées. Et c'est cela qu'on veut détecter. Il va nous donner des électrons ou des muons, où il aura une désintégration, comme on appelle, hadronique, avec des hadrons. Et ce qu'on voudrait voir, c'est ces coudes ici, que nous voyons là, une cassure d'une ligne droite. C'est ça la signature du tau, et donc d'une interaction nu tau dans notre détecteur. Mais comme je vous ai dit, vous devez couvrir d'énormes surfaces et d'énormes volumes pour augmenter votre probabilité de détecter quelques neutrinos tau.
Et je vous dis tout de suite, on prévoit de détecter à peu près 10 neutrinos tôt en 5 années de prise de données, qu'il faut rechercher dans toutes les interactions qu'on a pendant toutes ces années. Alors pour ça, on a choisi une solution qui nous donne une granularité qui convient pour détecter des objets en dessous du millimètre et même au niveau du micron, et qui ne soit pas trop onéreuses non plus, qui sont les émulsions photographiques, ce qu'on appelle les émulsions nucléaires. Alors, les anciens chercheurs ils connaissent très bien ça parce que c'est avec ça qu'on a fait beaucoup de physique, qu'on a détecté les premières particules avec les films. Alors on va mettre une cible qui est une cible de plomb pour augmenter la probabilité d'interaction, et derrière on mettra des émulsions. On a une première émulsion, après on a un support plastique, on a une deuxième émulsion par la suite. Et on va répéter ça plusieurs fois. On va construire ce qu'on appelle des briques qui vont contenir à peu près 57 couches de ces objets que vous voyez là. Donc plomb, émulsion, plomb, émulsion. Alors les émulsions seront tracées par les particules qui vont passer, et nous on va essayer de reconstruire les différents segments et détecter ces coudes qui sont ici. Alors, il y a des gens qui nous ont dit pourquoi vous ne prenez pas par exemple du silicium parce que c'est très à la mode ou autre chose. Vous pouvez imaginer le coût que ça pourrait faire pour couvrir toutes ces surfaces que nous avons ici. Alors maintenant, quels sont les principaux canaux de détection dans Opera? On a ce qu'on appelle les courants chargés et les courants neutres, échange des W ou chargés, ou des courants neutres, échange des Z0. Alors, dans le cas où le mu va osciller vers le nuto, les nutos il peut se désintégrer suivant ces canaux ici. Deux canaux leptoniques comme muon électron et des canaux hadroniques qui sont à peu près 50%, 18%, 17% et puis les restes d'autres canaux. Et comme je vous ai dit, ceux-là, ils vont nous donner quand même des particules chargées pour nous aider à reconstruire les coudes. Mais comme cette probabilité est très faible, très souvent et plusieurs fois par jour, vous aurez le neutrino muonique qui n'a pas oscillé, comme on l'a vu par la probabilité d'oscillation, et qui va vous donner quelques hadrons qui vont provenir du noyau. Mais ça va vous donner aussi la particule sœur, qui est le muon. Très souvent, vous verrez des muons dans votre détecteur, et ils sont très faciles à détecter parce qu'ils sont très pénétrants aussi. Ça peut traverser tous les détecteurs et donner beaucoup de signaux. Alors, les courants neutres, vous ne pouvez pas distinguer trop de quel neutrino il s'agit. Ils vont interagir, comme je vous ai dit, avec un Z0, avec la matière. Ça va vous donner quelques hadrons. Ils vont continuer leur chemin par la suite. Et vous n'aurez que quelques hadrons. Donc, pas beaucoup d'énergie et pas énormément de traces. Donc c'est des événements qui ne sont pas très riches en traces. Alors nous avons un bruit de fond qui est très redoutable, surtout pour la recherche des nutos, qui est la production des charmes, des particules charmées, qui contiennent le quark C. Alors c'est la famille des D, qui seront produits par l'interaction des neutrinos muoniques sous les noyaux. Ça va vous donner des hadrons, plus les particules charmées, qui ont une durée de vie, malheureusement, qui est proche de celle des taux, qui peuvent aussi vous donner des muons par la suite, des hadrons, etc. Mais le signe des muons que ces particules vont nous donner, c'est l'inverse du signe qu'on cherche. Donc on va trouver ici des muons plus. Donc Opera doit être capable quand même de mesurer aussi la charge de ces muons. Alors voilà une vue schématique du détecteur Opera. Donc le neutrino, ils arrivent de ce côté-là. Vous avez deux parties identiques qu'on appelle des supermodules. Vous voyez une partie cible en bleu et une partie spectromètre en vert. La partie spectromètre, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est pour mesurer la charge de ces muons et nous donner aussi leur énergie par la courbure d'éléments qui vont traverser. Alors dans la partie cible, nous avons mis, c'est là-dedans où nous mettons ces briques de plomb et d'émulsion. Vous en voyez une ici, vous voyez la main, vous avez une idée des dimensions, ça coûte un peu plus que... Ça pèse un peu plus que 8 kg. Et avec ça, nous construisons des murs, des briques. Il y a des étagères, les briques sont insérées dans ces murs. Mais pour savoir quelles briques il faut sortir par la suite et l'analyser, parce qu'on ne peut pas attendre 5 ans et sortir toutes les briques et analyser, parce que le scanning des émulsions, ça coûte énormément, il faut des détecteurs électroniques qui vont aller détecter les traces en ligne, qui vont sortir des briques et nous indiquer quelles briques il faut sortir. Alors, c'est là où on intervient. Nous avons ici inséré entre chaque mur, nous avons dans chaque supermodule 31 murs de briques et 31 murs des détecteurs électroniques. Alors les détecteurs électroniques, ici dans le cas d'Opera, c'est des scintillateurs plastiques, de longs barreaux de scintillateurs plastiques
croisés en X et en Y. Comme ça, il nous donne une vue bidimensionnelle, plus la position, qui nous donne la position Z. Donc, on a une reconstruction en 3 dimensions. Donc, ces coups qu'on va détecter ici, on va reconstruire les traces et on va indiquer quelle brique il faut sortir. Et il y a un robot qui court des 2 côtés du détecteur, qui va aller devant chaque mur, qui va sortir les briques qui sont devant, il va chercher la bonne brique, la mettre dans un panier, remettre les briques dedans et continuer. La brique part vers l'analyse dans des labos, dans différents labos qui se trouvent à l'extérieur. Alors, dans les monts aussi, pour mesurer la courbure de ces particules, nous avons des RPC qui sont des détecteurs gazeux. Les autres, ils sont des détecteurs plastiques. Là, c'est un gaz qui circule dedans. Et puis, par ionisation, nous avons des électrons qui sont amplifiés, qui nous donnent des signaux. Et ceux-là, ils sont insérés dans les armatures des aimants. Nous avons une armature RPC, et on a ça 12 fois sur chaque armature ici. Donc, 12 couches ici, 12 couches là. Et des 2 côtés aussi, nous avons des tubes à dérive, de longues tubes à dérive qui sont très précis pour augmenter encore les capacités de bien mesurer la courbure des myons. Voici ici plus de détails sur le spectromètre à myons. Vous voyez une trace qui va être déviée dans un sens, et puis après, à la sortie de l'élément, elle va être déviée dans l'autre sens, suivant le sens de la circulation du courant. Voilà le détail d'éléments. Et à l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a les RPC qui vont vous donner une douzaine de points par passage. Et ici, vous avez les longs tubes à dérive. Dans chaque tube, il y a un fil anodique, et puis après, à l'extérieur, vous avez la cathode. Là aussi, il y a du gaz qui circule, vous avez l'ionisation, les électrons ils vont sur le fil, ils sont amplifiés, et nous avons un signal. Alors, ici, nous avons le détecteur électronique qui désigne quelle brique il faut sortir, qu'on appelle le target tracker, le trajectographe de la cible. Alors, le target tracker, il est composé, comme je vous ai dit, de longs barreaux plastiques, et qui sont groupés par 64 dans des modules. Nous avons 4 modules verticaux et 4 modules horizontaux. Alors les particules passent dans le scintillateur scintille et il va vous donner de la lumière. Alors cette lumière, elle est dans le bleu, elle sera captée par une fibre optique à décalage de longueur d'onde, wavelength shifter, qui va capter ces photons bleus et va les remettre dans le vert. Alors, on a 2 avantages, c'est qu'une partie de ces photons ils resteront piégés dans la fibre, c'est avec un double indice de réfraction, et le vert, il est plus simple à propager loin de là pour les capter pour les détecter avec des photomultiplicateurs qui sont au bout de chaque module, des 2 côtés. Donc, on mesure la lumière des 2 côtés pour chaque barreau. Alors ici, ce n'est pas n'importe quel photomultiplicateur, c'est des photomultiplicateurs multi-anodes. C'est une matrice de 64 canaux, 8 x 8, qui est ici. Et on s'arrange de façon à ce que chaque fibre arrive en face de chaque canal. Ensuite, derrière, et bien sûr, il y a une certaine électronique pour aller lire et une certaine acquisition pour lire tous ces signaux. Alors, je vais insister un petit peu plus sur le target tracker parce que, pour 2 raisons. C'est que c'est le détecteur qui a été utilisé pour faire cette mesure de la vitesse du neutrino. Et en plus, il a été construit à Strasbourg. Il a été entièrement construit à Strasbourg. Vous avez ici les différentes phases de construction du target tracker. Vous voyez ici une table de production. Vous avez une partie du module qui est déjà prêt. Et puis les gens qui essayent de tenir un barreau sur 7 mètres. C'est une sorte de ficelles qui sont collées sur un double face sous la table. Vous avez ici tous les modules. Alors, il y a un étiquetage de tous les barreaux. Tout va dans une database. Les modules, avant d'être envoyés en grande station, ils sont scannés avec des sources radioactives pour connaître quelle est l'activité, quel est le nombre de photoélectrons qu'on peut détecter de chaque côté. Donc, ils sont bien calibrés. Vous voyez ici les fibres qui arrivent sur ce qu'on appelle un cookie, un optocoupleur, devant lequel on met le photomultiplicateur ici, après polissage, avec une dette diamantée du cookie, parce que c'est un élément essentiel. Il faut avoir un très bon couplage optique à ce niveau-là. Derrière, il y a une carte front-end avec 2 chips que nous avons produits dans ce but. Ça a été fait au LAL à Orsay. À l'époque, le LAL participait aussi à Opéra et il nous a quittés après. Et vous avez aussi une carte d'acquisition par la suite avec un élément essentiel pour la mesure de la vitesse des neutrinos, c'est le FPGA qui est ici, qui va mesurer les temps d'arrivée
des photons qui proviennent de tous ces modules. D'abord, le signal il va arriver dans le chip ici. À partir d'un certain seuil, il va envoyer un signal dans ce FPGA qui va lui donner ce qu'on appelle un timestamp. Il va lui donner une étiquette en temps. Voilà le temps qu'on attribue. Alors, la chaîne d'acquisition, c'est une vue schématique. On utilise à peu près la même chaîne d'acquisition pour tous les détecteurs électroniques, les target trackers, les RPC et les tubes. Comme on a vu, pour le target tracker, il a une particularité, c'est que le système de la DAC, il est embarqué aussi tout de suite derrière les modules, tandis que pour les autres détecteurs, ça va dans des racks qui sont au-dessus du détecteur. Alors, un autre élément aussi essentiel pour la mesure que je vais vous présenter après, c'est la distribution de l'horloge. Alors, je laissé de temps en temps clock, donc c'est l'horloge qui est distribuée un peu partout dans le détecteur. Donc, il faut bien calibrer la longueur des câbles, il faut tout mesurer pour avoir une bonne distribution de l'horloge un peu partout dans le détecteur. Et dans le FPGA qui va mesurer le temps d'arrivée des photoélectrons du target tracker. Alors, voilà une photo du détecteur tel qu'il est actuellement. Alors, vous voyez les deux supermodules. Vous voyez la partie cible et la partie spectromètre ici. Vous pouvez apercevoir les briques qui sont dedans. Donc ça fait du bas jusqu'en haut, ça fait une dizaine de mètres. Vous voyez qu'il y a quelques trous, il y a quelques étagères qui sont abîmées dans lesquelles on n'a pas pu insérer des briques, mais très peu. Et on a un poids de la cible, pas de toute l'expérience Opera, mais juste de la cible qui fait à peu près 1,3 kilotonnes. Et l'expérience, tous les jours, perd du poids puisqu'on enlève des briques sans les remplacer. Donc à la fin de l'expérience, au bout de 5 ans, on va perdre à peu près 15% de la masse totale de la cible. Alors, vous pouvez apercevoir ici un collègue japonais qui tient une brique dans les mains, juste pour vous donner une idée de la taille des objets. Alors voilà maintenant pour la sélection des événements qui proviennent du CNGS. Alors la sélection se fait hors ligne, offline comme on dit, par le GPS. On enregistre les temps sur Opera, on enregistre les temps du côté du CERN et par la suite, nous, dans Opera, on enregistre tous les événements, même si c'est des événements cosmiques ou des événements qui proviennent du CNGS. Et par la suite, offline, on sélectionne les événements qui correspondent aux impulsions qui sont envoyées par le CERN. Vous voyez les deux impulsions séparées ici. Et voilà ici comment le détecteur le voit. Alors, vous voyez les deux impulsions séparées de 50 à millisecondes. Ici, vous voyez du bruit de fond cosmique. On est bien blindé, mais quand même, il y a des muons très énergétiques qui traversent la montagne, qui arrivent jusqu'au détecteur. Cette contamination est vraiment très faible. Ici, je vous montre tout, mais ensuite, vous pouvez demander à ce que les traces pointent vers Genève, ce qui vous élimine toute cette contamination que vous voyez ici, qui va entrer en dessous de ces pics. Alors, si on zoome sur une des parties ici, vous verrez ici les impulsions des protons de 10,5 microsecondes qui correspondent aux extractions qui sont faites au niveau du SPS. Ceci est le premier événement qu'on a détecté en 2007. En fait ce n'est pas le premier événement, c'est le premier événement une fois que la cible était remplie. Vous voyez ici beaucoup d'activité au point d'interaction. Le neutrino a interagi quelque part ici. Et vous voyez très bien le muon qui sort. Donc ça c'est visiblement un UMU avec sa particule sœur, le muon qui traverse toutes les briques des plombs sans s'arrêter. Et par la courbure dans les aimants, on peut reconstruire son énergie. Alors on a trouvé à peu près 7,5 GeV6, ici l'autre projection. C'est un courant chargé, donc avec échange des W. Et voilà, on ne voit pas très bien parce qu'il y a un peu de lumière, mais on voit ce qu'on a trouvé dans les briques. On voit un vertex qui est ici, le muon qui est là, et puis les traces qui sortent du noyau qui a été touché. Alors, par la suite, on va voir qu'on sépare les événements en deux catégories. Il y a les événements internes, où l'interaction est dans la cible elle-même, et il y a les événements, ce qu'on appelle externes, qui sont des interactions qui ont survenu dans la roche juste avant Opera. Donc, on a beaucoup de roches devant. Donc, les neutrinos, il y a beaucoup plus de masse que dans Opera. Donc, beaucoup de neutrinos vont interagir dans la roche. Comme les muons, on les arrête difficilement, ils vont arriver jusqu'à Opera, mais on va les utiliser pour la mesure de la vitesse du neutrino. Alors,
Pour les événements, disons, internes, on le voit ici, comme je vous ai montré avant. Donc, on voit très bien les points d'interaction avec les muons qui sortent. Ça, c'est les courants chargés. Les courants neutres, comme je vous ai dit avant, il y a beaucoup moins d'activité. Vous voyez ici quelques points qui sont là. Il n'y a pas de muons, c'est pour ça que vous ne les voyez pas très bien. Et ici, vous avez un seul événement en deux projections, en X et en Y, où on voit très bien le muon qui provient de l'extérieur d'Opera. Et il traverse tous les détecteurs sans s'arrêter. Alors, pour finir avec les oscillations, voilà le premier événement qui a été publié l'année dernière. Premier événement candidat, Newton. On voit ici l'interaction, le taux qui a voyagé un petit peu en rouge et qui s'est désintégré par la suite. Et on voit la particule sœur qui pointe vers ce coude qu'on voit ici. On voit aussi quelques gerbes électromagnétiques qui pointent vers les points d'interaction. Et on pense que c'est un Newton qui s'est... enfin, c'est pas un Newton ici, pardon, c'est un taux. Le Newton, il a donné les taux. Et puis les taux, il s'est désintégré en pi-, pi0. Et puis il a donné aussi un antidéneutrino. Et donc on voit les pions ici. Et on voit le pi0, c'est une particule qui va se désintégrer en 2 gamma, qui va vous donner des gerbes électromagnétiques qui sont ici. Bon, c'est un événement assez joli, mais on ne peut parler que des candidats pour l'instant, parce qu'il ne s'agit que d'un seul événement. Alors maintenant, on va passer à la mesure de la vitesse du neutrino, qui a été annoncée vendredi dernier au CERN. Vous pouvez trouver la publication qui va avec, ici sur le site Archive, et vous aurez tous les détails dans ce papier. Alors, quel est le principe de la mesure, hein? Comme je vous ai dit, vous avez le CERN ici, vous avez l'ignorance ASSO, vous envoyez votre vaisseau à travers la croûte terrestre. À peu près au niveau des Pise, on a une profondeur à peu près de 11 km. Et vous allez mesurer quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire la mesure? Il vous faut le temps de production de neutrinos, le temps d'interaction dans votre cible, dans le détecteur Opera, 730 km après. Il vous faut une bonne mesure géodésique de cette distance qui est ici. Et on s'attendait évidemment d'avoir un petit effet, une petite différence entre la vitesse du neutrino, en plus ou en moins, que la vitesse de la lumière. Donc il vous faut une grande distance. Et ça se trouve qu'on avait une grande distance. Alors évidemment, vous utilisez la formule classique, très banale, pour mesurer cette vitesse. Alors, il y a des anciens résultats qui ont été faits dans ce domaine-là. Il y a une expérience en Fermilab qui a publié en 1979, mais qui s'est fait sur une faible distance en utilisant des neutrinos assez énergétiques, supérieurs à 30 GeV. Ce qu'ils ont fait, c'est de comparer la vitesse des muons qui ont été produits par les pions en même temps que les neutrinos. On sait que les deux sont partis en même temps. On mesure les muons, on mesure les neutrinos et on compare les deux en supposant que les muons voyagent à la vitesse de la lumière. Il s'agit ici des particules ultra-relativistes. Donc ils sont pratiquement à la vitesse de la lumière, c'est 99,99999. Alors ce qu'ils ont trouvé, ils ont pu donner qu'une limite sur la valeur absolue de la différence relative avec la vitesse de la lumière de 4 10 puissance moins 5. Il y a une deuxième mesure, qui n'est pas tellement humaine, qui provient de l'explosion de la supernova de 87A. Ça a été publié en 88. Il y a une certaine controverse sur l'arrivée des neutrinos, sur le temps d'arrivée des neutrinos et sur le moment où on a vu l'éclat de la supernova et comparer les deux. Là aussi, on a obtenu une limite relative de 2 10 puissance moins 9 autour de la vitesse de la lumière. Il s'agit là des neutrinos qui ont une valeur moyenne à peu près entre 10 et 15 MeV, donc beaucoup moins énergétiques que ceux d'Opera qui ont une valeur moyenne de 17 GeV. Et il y a une dernière publication en 2007, disons de notre manip complémentaire ou concurrente, si vous voulez, américaine, MINOS, que je vous ai présenté avant, qui ont la même distance que nous, 730 km, et ils ont quand même une énergie un peu plus faible que la nôtre. Ces mesures-là ont été faites. Ils peuvent varier un peu l'énergie des neutrinos, et ça, c'était fait autour de 3 GeV de neutrinos. Et puis, ils ont trouvé aussi, ils ont donné une valeur cette fois-ci, 5,1 plus moins 2,9, 10 puissance moins 5, supérieure à la vitesse de la lumière, mais avec une
une incertitude, disons, assez importante. Ils ne pouvaient pas exclure le fait que les neutrinos voyagent à la vitesse de la lumière ou même à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. Donc on appelle ça un effet de 1,8 sigma. Vous prenez ici le sigma qui est l'incertitude, et vous divisez les deux, vous avez ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut dire la significance en français. Et pour avoir une découverte, il vous faut plus que 5 sigma dans le domaine de la physique des particules. Alors maintenant, à propos de la mesure, qu'est-ce qu'on a du côté d'Opéra? Ce qu'on a, c'est ces profils d'arrivée des neutrinos de la première extraction et de la deuxième extraction. Il y a une différence quand même entre ces deux extractions due au fait que les neutrinos qui circulent, on verra plus tard, dans les accélérateurs se souviennent de leur état antérieur, et puis il y a quelques imperfections et quelques inefficacités au moment de l'extraction des protons des différents accélérateurs. Alors, et de l'autre côté, on peut aussi avoir la distribution des protons, le profil des protons qui arrivent sur la cible. Et il faut comparer les deux profils, ce que nous observons, nous, dans Opéra, et puis les profils qui arrivent du SPS. Alors, mais pour faire ça, évidemment, il faut trouver le temps de départ et d'arrivée. Donc tout ça fait, comme je vous ai dit avant, par satellite. Donc on peut mettre en coïncidence les extractions du SPS et puis l'observation dans Opéra. Alors, la synchronisation avec un GPS standard, on ne pouvait pas avoir plus qu'une centaine de nanosecondes de précision sur le temps, ce qui n'était pas ce qu'il fallait pour cette mesure. Donc, il fallait améliorer ce qui existait déjà au CERN et en Grand Sasso. Alors, les détecteurs électroniques, ils enregistrent en temps réel, comme je vous ai dit, donc les interactions, et assez rapidement, on peut s'échanger les informations par Internet avec le CERN et sélectionner les événements qui sont en temps. Alors, on ouvre une fenêtre assez large, à peu près 20 microsecondes, pour des spiles qui font 10,5 microsecondes, comme je vous ai dit, pour être sûr que si jamais il y a un décalage, qu'on prenne quand même tous les événements qui sont dans cette porte. Alors, si on prend, comme je vous ai dit, des GPS classiques, vous voyez l'exemple de deux GPS qu'on a considérés au CERN et sur Opéra. Et si vous recevez le start de la part des satellites pour les deux en même temps, et si à ce moment-là, vous actionnez une horloge astronomique, vous allez voir que l'horloge astronomique elle est vraiment très précise. Vous pouvez comparer par la suite les signaux que les deux GPS vous donnent et les comparer à l'horloge. Vous voyez qu'il y a quand même des fluctuations et pas toujours, il n'y a pas toujours une corrélation. On peut voir une petite corrélation entre les deux horloges GPS, mais on peut avoir des excursions de l'ordre de 60 nanosecondes. Donc ça ne nous convient pas non plus juste prendre une horloge au CERN, une horloge en Grand Sasso, le GPS, et on mesure, et puis ça nous donne ce qu'il faut. Alors, on a collaboré avec l'équipe, disons, de timing du CERN, parce que les accélérateurs du CERN, ils sont bien cadencés, parce qu'il faut vraiment que tout soit précis pour envoyer tous les paquets, par exemple, dans les LHC, au bon moment, sur 1 ou 2 nanosecondes de précision, pour ne pas dérégler toutes ces machines. Alors, on a procédé en 2008 à un upgrade des installations qui existaient déjà. Alors, quels sont les paramètres finalement qu'on a et les exigences d'Opéra pour faire cette mesure? Alors, comme je vous ai dit, nous avons des neutrinos d'une énergie moyenne à peu près de 17 GeV. Nous avons finalement une statistique, on voulait avoir quand même une statistique élevée, et nous avons eu à peu près jusqu'à aujourd'hui, pendant 3 années, 16 000 événements exploitables pour cette analyse. Alors, un système de timing sophistiqué pour avoir une précision de l'ordre d'une nanoseconde de synchronisation entre les deux sites, mais aussi sur chaque site, pour régler les accélérateurs, régler les détecteurs, on devait avoir aussi à peu près la même précision. Mesurer de façon précise le profil des protons quand ils vont arriver sur la cible. Ça fait, comme je vous ai dit, 10,5 microsecondes ces profils-là, mais il faut bien le mesurer, surtout les temps de montée et les temps de descente qui contiennent beaucoup d'informations sur les temps. Et mesurer aussi de façon très précise la distance. On voulait avoir 1 mètre, on a eu 20 cm, on était vraiment très contents.
Et les résultats, on a eu à peu près sur tout ça 10 nanosecondes de précision sur tous les temps ensemble. Alors voilà une vue schématique des systèmes qu'on a utilisés. À l'extérieur du cercle, vous avez ce qui préexistait au CERN et Oguren Sasso, et on n'avait pas le droit de les toucher parce que d'autres expériences les utilisent Oguren Sasso, mais aussi tous les accélérateurs utilisent le système du CERN. Donc on n'a pas à y toucher, on doit faire avec. Donc, comme je vous ai dit, ceux-là, ils avaient une imprécision à peu près d'une centaine de nanosecondes. On devait les rendre, disons, un peu plus intelligents que ça. Nous avons eu recours à des entreprises extérieures qui nous ont installé 2 systèmes identiques sur les 2 sites. Ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle le Polar RX, avec une horloge de césium très précise. Ça, c'est un compteur de temps. Nous avons la même chose aussi au 2e site. Il y en a un qui va enregistrer les profils du faisceau qui provient du CERN. Donc, nous avons des inputs ici. Nous mesurons le temps d'arrivée par rapport à notre temps à nous. Nous faisons la même chose aussi en Oguren Sasso. Là, ils ont leur système qui cause avec le satellite. Ils envoient des fibres dans les détecteurs en bas. Nous devons utiliser leurs fibres pour ça. Mais nous envoyons aussi leur signal dans notre système très précis, identique à l'autre. Et par la suite, hors ligne, nous mesurons les corrections que nous devons apporter sur chaque système. C'est ça le secret de l'histoire. En plus, ce système-là, comme on va le voir, ils doivent marcher en mode commun en satellite. On va voir ce que ça veut dire par la suite. Alors, la synchronisation. Ici, vous voyez les différents appareils que je vous ai montrés avant. Ça, c'est ce qui existait au CERN, ce qui existait ici en Oguren Sasso. Pour les spécialistes, vous pouvez retenir les noms, vous pouvez chercher sur Internet. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les précisions de ces appareils. Et nous, on a fait appel à cet Institut METAS, qui est l'Institut de métrologie suisse, très spécialiste. Vous savez, les Suisses, ils sont très précis en temps. Et qui nous ont installé ce système-là avec certification à la main. Bon, nous, on était un peu incrédules au début, mais d'avoir ces précisions qu'ils prétendaient, mais apparemment, c'est chose courante chez eux. Et tous ces systèmes, finalement, ils envoient, et le satellite aussi, vous envoie un PPS, comme on dit, une impulsion par seconde. Et vous devez faire avec entre 2 secondes. Donc, vous pouvez avoir votre horloge césium pour faire les sous-divisions de la seconde, aussi précises que vous voulez les avoir vous-même. Ensuite, il y a différents logiciels qui existent dans les marchés, très bien connus aussi par tous ces gens-là, avec certains standards, comment stocker les informations. Et vous avez aussi des logiciels qui vous permettent de vous affranchir de l'ionosphère. Alors, l'ionosphère, il y a des indices de réfraction dont vous devez tenir compte dans vos calculs. Et ils ont des codes pour ça. Et ils vous arrangent les coûts. Pour nous, ils nous ont enlevé des corrections du premier ordre, qui étaient de l'ordre de la nanoseconde. Si vous allez à des ordres supérieurs, 2e ou 3e ordre, il vous reste encore quelques picosecondes des corrections que vous devez apporter, qu'on a négligées. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est des techniques, disons, standards pour des horloges de haute précision. Alors, voici ici les images, des photos de ces appareils que nous avons achetés, nous, dans Opera, d'un côté pour Opera et d'un côté pour le CERN, le Polar RX qui se trouve ici, c'est un petit appareil, et son horloge de césium ici. Même chose en Oguren Sasso. Ici, vous avez aussi le système préexistant du Oguren Sasso. Alors, voilà ici le mode commun. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode commun? D'habitude, si vous avez un GPS, vous devez résoudre vos équations pour trouver x, y, z en utilisant au moins 4 satellites plus le temps. Mais dans notre cas, le mode commun veut dire qu'on utilise le même satellite sur les 2 sites. C'est ça aussi l'autre secret. Pour vous affranchir des erreurs systématiques, ici, si vous mesurez entre 2 sites ici, vous voulez utiliser, ce que vous mesurez finalement, c'est ici le temps sur la cloque A, le temps de la cloque B, et puis le temps de propagation ici. Et si ces temps ici sont exactement les mêmes, toutes les erreurs systématiques que ce terme-là peut vous donner disparaissent. Et vous pouvez voir aussi sur Internet, il vous dit, suivant les appareils que vous utilisez, vous pouvez avoir entre 1 et 10 nanosecondes. Alors, cet Institut METAS nous a promis 2 nanosecondes de précision. Alors, ce système marche très bien si la distance entre les 2 sites est nettement inférieure à la distance entre la Terre et les satellites. Alors, le satellite et le GPS se trouve à peu près à 20 000 km, à comparer aux 730 km. Donc, on remplit bien cette condition. Alors,
Et encore une fois, tout s'est fait offline. Nous mesurons au CERN, on mesure en Grand-Sasso, après on s'échange les informations, et c'est offline qu'on choisit d'avoir le même satellite dans le deux cas. Donc c'est pas que maintenant je vois ces satellites-là, est-ce que tu vois les mêmes? Non, tout le monde enregistre tous les satellites qu'il voit, et après on sélectionne ceux qui sont communs aux deux sites. Alors voici ici les corrections que nous devons apporter sur les mesures préexistantes. Ça c'est le cas, je crois, du Grand-Sasso pour 2009 et 2010. En rouge, c'est ce que ces deux sites nous donnent, et en bleu, c'est ce que nous corrigeons, nous, en utilisant notre système. Vous voyez ici les différentes corrections. Ici, c'est le temps des événements, et on a une amplitude à peu près aussi encore de 60 nanosecondes des corrections que nous apportons. Alors, n'étant pas tranquille à propos des métas et incrédules comme nous sommes, les physiciens, quand je vous promets entre deux sites d'avoir 1 ou 2 nanosecondes de précision, vous n'êtes pas tranquille. On a fait appel à un institut allemand, le PTB, qui ont un système mobile. Donc le même système, vous pouvez promener le même système dans les deux cas. Alors, on reçoit actuellement beaucoup de questions, après ce séminaire qu'on a fait au CERN, à propos de ce système, quand on l'a déplacé, parce que les gens ils croient que c'est une horloge qu'on a déplacée entre le CERN et les Grand-Sasso. Alors, il y en a beaucoup qui nous demandent si on a déplacé ça dans un avion, si on a pris la route, si on s'est arrêté pour manger quelque part, à hauteur, près de la mer. Donc, ce n'est pas une horloge, c'est un système qui va mesurer les temps précis qui proviennent des différents GPS que nous voyons, mais avec le même appareil dans les deux cas. On le déplace, l'appareil, on l'éteint, on va au CERN, on mesure, on va en Grand-Sasso quelques jours, on mesure. Si vous le laissez en place pendant un certain temps, vous avez beaucoup de précision dans les deux cas. Et puis, il a sa propre antenne, parce qu'en Grand-Sasso et au CERN, on n'a pas la même antenne, on peut avoir différents retards dans les antennes, dans les câbles, etc. Lui, on va utiliser la même chose dans les deux sites. Alors, ces gens-là, ils sont venus, ils ont fait une série de mesures pendant 1 ou 2 jours en Grand-Sasso. Voilà ce qu'ils voient ici en fonction du temps. Ils ont calibré leur appareil avec un temps arbitraire. Et ce qu'on voit, c'est en bleu. Il y a des excursions quand même autour d'une valeur moyenne. Mais eux, ils arrivent à construire une moyenne en prenant beaucoup de mesures et à donner les valeurs qui sont en rouge. Ils ont mis l'appareil en voiture, ils l'ont éteint, et puis ils l'ont rallumé. Ils le laissent toujours thermaliser quelques heures au site où ils vont. Et puis, ils ont fait les mesures au CERN. Alors, on a comparé les deux. Tout a été calibré ici en Grand-Sasso, exactement avec l'antenne du Grand-Sasso, comparé à l'antenne de cet appareil-là. On va au CERN, on fait la même mesure, donc toutes les systématiques disparaissent, et on a trouvé une différence de 2,3 nanosecondes que nous avons corrigée avec une incertitude de 0,9 nanosecondes. Donc, on était vraiment tranquille de ce côté-là. Alors, maintenant, pour les protons. Qu'est-ce qu'on fait pour les protons qui sortent du SPS? Nous avons ce qu'on appelle un BCT, qui veut dire Beam Current Transformer. Les protons ils passent dans une sorte de tore, ils induisent un courant, et on a le profil des passages de ces protons qu'il nous faut pour comparer avec le profil de neutrinos. Alors on voit ici une personne avec encore une horloge césium qui est en train de calibrer le BCT qui se trouve là derrière, qui se trouve juste après les points d'extraction du SPS. Par la suite, on a utilisé aussi 2 autres, ce qu'ils appellent des pick-up, pour calibrer et vérifier la mesure de ce BCT. Alors le BCT, il envoie son information sur un digitiseur des formes. Un waveform digitizer, c'est une sorte d'oscilloscope qui va vous tracer exactement votre signal, comment il arrive, qui digitise avec un temps de digitisation de l'ordre de la nanoseconde. Alors, ça aussi, c'est un élément essentiel qui se trouve au CERN. Comme je vous ai dit, le faisceau, il se souvient encore du moment où il était dans les accélérateurs juste avant le SPS. On fait 5 injections du PS pour remplir le SPS. On ne le remplit pas entièrement, on le remplit à 10/11e. Donc il y a un espace qui va se promener au cours du temps, ce qui fera que les 2 extractions n'ont pas exactement le même profil. Alors voilà ce que nous voyons ici, une impulsion, et vous voyez les 5 disons, injections dans le SPS à partir du PS. Donc il y a une sous-structure dans ces impulsions, et si vous zoomez encore, vous allez voir aussi
les 200 MHz qui sont les hyperfréquences d'accélération du SPS. Donc là, ça vous donne une idée, disons, de la bande passante de ce BCT. Il peut mesurer la nanoseconde. Alors voilà, maintenant, dans Opera, on mesure la même chose de l'autre côté, mais en utilisant le neutrino et pour les deux extractions, et on doit comparer les deux ensemble. On prend une distribution, on prend l'autre, et on essaie de les comparer. Mais nous avons quand même des petits problèmes, parce que le faisceau des protons, il ne s'agit pas encore de neutrinos, il va produire les particules secondaires qui vont se désintégrer pour nous donner le neutrino. Donc on ne connaît pas exactement le point d'émission de neutrinos dans ce tunnel de 1 km des intégrations. Alors on va supposer qu'à partir de la mesure du BCT jusqu'à l'arrivée à Opera, les particules vont à la vitesse de la lumière. On va comparer avec ce temps-là. En faisant ça, disons, en supposant que les protons ils vont à la vitesse de la lumière et que les mésons aussi vont à la vitesse de la lumière, on ne commet qu'une toute petite erreur, parce que, comme je vous ai dit, les particules sont ultra relativistes. Alors, le temps on a mesuré par géodésie la distance entre le BCT que je vous ai montré avant et un point de référence sur Opera qui se trouve au niveau du premier aimant. Et on a trouvé ce temps-là, disons, entre le BCT et jusqu'à Opera. Et on a mesuré aussi la distance. Alors voilà, disons, un synoptique des opérations avec les horloges au CERN, les horloges en Grand Sasso, qui voient exactement le même satellite. Et on compare entre les deux distributions ici, la distribution des protons à la distribution des neutrinos que nous obtenons sur Opera. Et nous avons le temps des vols. Alors évidemment, il faut mesurer la distance aussi, sur 730 km de manière précise. Et je vous ai dit qu'on avait une précision de 20 cm. Alors avec les GPS, si vous restez fixe en un seul endroit, vous pouvez avoir de la précision de à peu près 1 cm. Mais Opera se trouve dans un tunnel et il n'y a pas un trou juste au-dessus pour aller voir exactement où se trouve le point de référence d'Opera. Alors ce qu'on a fait appel à un institut de géodésie de Rome qui avait déjà fait ces mesures au passé, puisque, comme je vous ai dit, déjà à la construction du tunnel, ils ont orienté les halls vers Genève, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé que peut-être qu'un jour, il y aura un faisceau qui va venir de Genève. Et ils avaient déjà des points de référence quelque part qu'ils devaient vérifier. Et ces points se trouvaient sur les deux entrées du tunnel de chaque côté. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont repris leurs anciens points, ils les ont remesurés, ils les ont retrouvés encore un petit peu plus ou moins à la même position, en dérive de continents près. Et ils ont fait, à partir de ces points, des deux côtés du tunnel, ils ont fait des triangulations dans le tunnel pour arriver jusqu'au point de référence d'Opera. Alors je vous ai dit, il y a une double voie dans chaque tube du tunnel. Malheureusement, on a réussi à arrêter le trafic que sur une seule voie. Les autorités du tunnel ne voulaient pas arrêter les deux voies et envoyer tout le monde dans le deuxième tunnel. Ce qui nous a limité un peu la précision. Ces gens-là, ils espéraient avoir une précision plus grande que 20 cm, mais il fallait arrêter aussi la deuxième voie. Maintenant, je pense qu'on va réussir à arrêter aussi la deuxième voie. Parce qu'il faut attaquer avec ces théodolites, il faut attaquer les différents points qui sont fixés sur le mur avec un angle assez élevé pour éviter d'avoir des incertitudes trop grandes. Alors ils ont porté tout ça en bas dans le tunnel, et puis voilà les 4 points de référence pour ceux qui sont intéressés, et puis la distance qui a été mesurée entre le BCD et le point de référence avec précision de 20 cm. Alors, ce qui nous rassure, c'est que, il y a déjà beaucoup de gens qui me demandent à propos de la dérive des continents. Malheureusement, en 2009, il y a eu un tremblement de terre tout près, et qui a déplacé un peu le laboratoire. Mais compte tenu de toutes les stations qui sont autour et des GPS, tout a été mesuré de manière très précise. Ça, c'est le système du laboratoire lui-même. Et on voit ici les différentes années, une petite dérive, l'Italie qui remonte vers l'Europe, et puis les 7 cm de cassures au moment du tremblement de terre. Donc 7 cm, on le voit très bien. Alors ensuite, l'autre difficulté, c'était de mesurer les différents délais, mesurer le guerre des fibres entre les points externes vers le laboratoire souterrain, entre le CERN et puis le BCT, par exemple. Alors on a utilisé une technique qui, je ne sais pas si on peut traduire, à 2 voies. On prend les schémas qu'on veut mesurer, on met une fibre supplémentaire
On mesure les temps d'arrivée TA et on mesure les temps d'arrivée de notre fibre que nous connaissons à TB. Et quand vous mesurez ici, vous pouvez avoir la différence entre les deux temps d'arrivée, mais vous pouvez aussi reprendre le signal ici et le renvoyer. Et là, vous avez TA plus TB et vous pouvez résoudre vos équations et puis vous allez trouver les deux délais. Donc, essentiellement, le délai qui nous intéresse, qui est ici. Et là aussi, on peut avoir quelque chose de l'ordre de la nanoseconde. Alors, pour les BCT, c'est le BCT qui nous a donné, comme vous voyez ici, 5 nanosecondes de règles systématiques qui était la plus importante des incertitudes que nous avons. On a fait des efforts, mais on peut peut-être faire encore plus dans l'avenir, maintenant que nous aurons un peu plus de priorité de la part du CERN. On a utilisé 2 pick-up, comme on les appelle, des détecteurs très rapides qui mesurent les faisceaux. Et on avait la chance d'être sur le même point d'extraction que pour les LHC. Et on peut mesurer ces temps-là sur des paquets de LHC qui sont bien définis. Et c'est des impulsions très courtes de 2 ou 3 nanosecondes, espacées de 50 nanosecondes, mais vraiment très bien calibrées pour déterminer le temps du BCT et puis à quel moment on arrive sur le détecteur des formes des impulsions des protons. Et on a trouvé 580 plus ou moins 5 nanosecondes. Voilà ici les impulsions qui provenaient du LHC, les 3 signaux des 2 pick-up, plus les impulsions de notre BCT qui étaient un peu plus lents que l'autre. Et après correction, on arrive à faire correspondre l'une sur l'autre. Donc ça marche très bien. On remercie les LHC de nous avoir permis de faire cette mesure. Alors voilà ici, disons, un résumé de tous les timings qu'on doit prendre en compte un peu partout. Le système qui préexistait ici du CERN, ce qu'on a ajouté nous, le BCT qui est ici, le détecteur des formes qui est là, en grâce à ça, la cible, en grâce à ça par la suite les systèmes qui existaient, malheureusement mon laser n'a plus de piles. Et puis nous avons ici, au niveau ici, le détecteur qui va nous donner les signaux qui vont provenir des neutrinos qui vont arriver de l'autre côté. Alors, tant que vous ne faites pas d'extraction du SPS ici, nous ne faisons aucune mesure dans Peral. Les systèmes, ils sont là, ils marchent en permanence et ils se synchronisent avec l'impulsion par seconde qu'ils ont, en attendant qu'il y ait une extraction de la part du SPS. Maintenant, si vous faites une extraction, vous verrez qu'il y aura un signal qui va aller vers le BCT et la waveform ici qui va se dessiner. Par la suite, les protons ils sont dans un tunnel, ils sortent, ils vont aller sur la cible, ils vont vous produire les pions, les neutrinos qui seront produits ils vont arriver sur le scintillateur vont scintiller, ils vont aller la lumière va aller sur les PM, et puis le chip ici, et puis le timestamp qui sera donné par les FPGA que je vous ai montré avant. Et ils continuent comme ça, perpétuellement, à s'autocalibrer. Alors pour la réponse du Target Tracker, alors nous avons pris point par point, nous avons essayé de trouver toutes les incertitudes qu'on pouvait avoir pour calibrer les temps d'arrivée entre la production entre le passage des particules dans le scintillateur et la détection, et au moment où on donne le temps à chaque coup. Nous avons utilisé un laser picoseconde dans l'UV pour exciter le scintillateur, avoir la décroissance du scintillateur exactement comme dans l'expérience. Nous avons utilisé un module qui existe encore à Strasbourg, et avoir aussi le temps de décroissance dans la fibre, parce que chacun a son temps de décroissance, le temps de transit, comme on l'appelle, dans le photomultiplicateur, le temps de transit dans le chip qui est ici, et puis le timestamp du FPGA. Alors, les temps, ils sont ici. On a entre la photocathode et le timestamp, on avait 50 plus 50,1 plus ou moins 2,3 nanosecondes. Ça, c'est la deuxième incertitude plus élevée que nous avons, mais nous savons déjà comment la réduire. Voici ici, disons, un résumé de toutes les mesures et puis toutes les incertitudes que nous avons. Alors, comme je vous ai dit, il y a des événements internes et il y a des événements externes. Pour les événements externes qui se produisent dans la roche avant Opéra, nous supposons, comme je vous ai dit, que les muons ils vont aussi à la vitesse de la lumière. Et nous demandons à ce que les muons ils pointent aussi vers Genève pour enlever du bruit des fonds cosmiques. Et là, nous avons, dû à ces hypothèses qu'ils vont à la vitesse de la lumière, d'après simulation que nous avons fait, nous avons simulé la roche, et nous avons tout simulé, nous avons une incertitude sur ces temps d'arrivée de ces événements-là de 2 nanosecondes, juste pour cette catégorie, qui sont un peu plus que la moitié des événements que nous avons utilisés. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait correspondre les 2 waveforms, les 2 distributions, le BCT et puis les neutrinos? Nous utilisons un maximum de vraisemblance. Nous prenons les waveforms, nous considérons que les waveforms des protons pour lesquels nous avons détecté un neutrino de l'autre côté. Uniquement celle-là.
Nous avons le temps de mesure ici et nous essayons de faire coïncider les deux en minimisant cette distribution-là et en essayant de fitter des paramètres delta t. Alors au moment où on a fait ça, on ne connaissait pas encore tous les paramètres de calibration. Et nous avons fait fonctionner cette minimisation pour les deux extractions séparément. Ensuite, nous avons fité une gaussienne pour avoir les règles statistiques que nous avons sur ces mesures. Alors, comme je vous ai dit, on ne connaissait pas à ce moment-là, on faisait, disons, une analyse à l'aveugle pour ne pas aller biaiser le résultat et insister plus sur des paramètres qui augmentaient l'effet qu'on voyait. Donc, on ne connaissait pas tous les paramètres de calibration. Et nous avons continué ici, comme ça, depuis 2006. Donc, on ne connaissait pas, on avait la mauvaise distance. On avait une distance théorique qui a été démesurée dans le passé. On avait utilisé ça. On avait des temps aussi qu'on avait prédits dans le passé pour les détecteurs, pour la DAC, pour les GPS. Donc, on avait utilisé, disons, plus ou moins des mauvais paramètres. Mais on n'a pas voulu prendre les bons paramètres pour, comme je vous ai dit avant, ne pas biaiser les résultats. Après, quand toutes les conditions s'étaient réunies, on a ouvert la boîte et on a mis les deux ensemble. Alors, voilà ce que ça a donné. Ça, c'est les deux extractions, avant le fit et après le fit, où on fait coïncider les deux distributions. Alors, avant d'appliquer tous ces paramètres de correction, on avait à peu près une microseconde de différence entre les deux, et avec une incertitude systématique, statistique de 6,9 nanosecondes, qui va rester aussi par la suite après les corrections. Les Ki2 du fit, ils sont bons, 1,06, c'est tout à fait honorable pour la première extraction, et 1,12 pour la deuxième extraction. Alors ici, vous voyez le début et la fin des deux distributions. Parce que beaucoup de gens ils nous demandent de voir, parce que c'est essentiellement là où il y a l'information des temps sur la montée et sur la descente. Alors ensuite, on a fait ce qu'on appelle des cross-checks pour voir s'il n'y avait pas d'autres biais qui venaient de l'extérieur. Nous avons regardé les différentes extractions suivant les différentes années, et voilà le résultat de delta t, qui n'est pas encore corrigé. Vous voyez qu'on tombe sur une moyenne à peu près la même. On voit un effet où ça monte ou ça descend suivant les années. On a regardé un effet jour et nuit. Est-ce qu'il y a une différence entre le jour et la nuit, suivant l'attraction du soleil, etc. On n'a pas vu de différence significative entre les deux mesures. On a fait aussi printemps plus automne, mois été. On ne prend pas de données pendant l'hiver parce que l'électricité, ça coûte cher et les CERN coupent les machines pendant l'hiver. On n'a pas vu d'effet saisonnier non plus. Alors finalement, voilà on a pris aussi les événements, tous les événements, on les a comparés uniquement avec les événements internes. Là non plus, on ne voit pas de différence entre les mesures. Voilà ici, disons, les différentes corrections, une fois qu'on a ouvert la boîte, qu'on a essayé de tout mettre ensemble, et les erreurs systématiques qui nous intéressent. Si on les somme quadratiquement, on a 7,4 nanosecondes d'erreurs systématiques. Vous voyez encore que ce qui domine, c'est l'erreur systématique sur le BCT de 5 nanosecondes. Alors, le résultat finalement final, pour les faisceaux du CNGS, il faut toujours faire attention, pour les 17 GeV en moyenne de neutrinos, est de 60,7 nanosecondes de neutrinos qui arrivent avant la vitesse de la lumière, plus ou moins 6,9 nanosecondes d'erreur statistique, plus ou moins 7,4 nanosecondes d'erreur systématique. Alors, si vous pouvez calculer à partir de là la différence relative entre la vitesse de la lumière et la vitesse de ce neutrino-là, vous allez trouver ce chiffre-là. Pour faire ces calculs, évidemment, il vous faut aussi la distance qu'on a utilisée dans ce calcul. Et la distance qu'on a utilisée, c'est celle-ci, qui n'est pas exactement la même qu'avant, ou entre le BCT et Opera. Ça, c'est entre la distance, le point moyen de désintégration des pions, donc c'est le point moyen d'émission de neutrinos, et le point de référence d'Opera. Donc pour passer de là à là, vous devez utiliser cette distance-là. Alors on voit qu'il y a un effet de 6 sigma. Donc on a dépassé les 5 sigma, c'est un effet très important. Alors par la suite, on a voulu voir s'il y avait une dépendance en énergie. Plus les particules sont énergétiques, plus ça va vite, normalement dans un monde normal. Alors on a séparé nos événements en 2 bins. Alors, on n'a pas pu utiliser ici les événements externes parce que comme tout l'événement n'est pas contenu dans le détecteur, on ne peut pas reconstruire son énergie. Alors, on a utilisé pour cette étude que les événements internes qui ont une moyenne plus élevée en énergie que ce qu'on a vu avant, des 28,1 GeV. On a coupé en 2 bins, à moins des 20 GeV et plus des 20 GeV, pour avoir à peu près la même statistique dans les 2 bins.
Alors, si on utilise tous ces événements contenus, sans couper encore en énergie à l'intérieur de cela, nous avons ici 60,3 plus ou moins 13,1 plus ou moins 7,4 nanosecondes. Donc, il n'y a pas tellement de différence par rapport au chiffre que je vous ai avant. On résume le tout sur ces plots ici, où on a les deux bins en énergie, moins des 20 GeV et plus des 20 GeV. On voit que le plus des 20 GeV, il est un peu plus haut, mais bon, compte tenu des erreurs statistiques que nous avons, on ne peut rien dire. La bande rose que vous voyez ici, c'est les erreurs systématiques qu'on ne peut pas mettre directement sur chaque point pour ne pas les compter double. Alors, conclusion, c'est que le détecteur Opera en grand sasso, qui utilise le faisceau du CNGS du CERN, a pour la première fois permis, avec la précision que nous avons géodésique et sur le temps, de mesurer la vitesse du neutrino sur une distance de 730 km. Alors, cette mesure a profité des Lagrange statistiques qu'on avait dans Opera pendant 3 années des prises de données, 16 000 événements, d'un upgrade dédié qui a été fait en grand sasso et au CERN. On remercie les personnes qui nous ont aidés dans ce domaine, d'une campagne de mesures géodésiques précisément pour mesurer cette distance entre le CERN et le point de référence d'Opera, et d'une calibration qui a été faite avec des techniques différentes et complémentaires à tous les niveaux. Alors, comme je vous ai dit, on a utilisé ces 3 années depuis 2009. 2011, ce n'est pas encore terminé, on va encore rajouter de la statistique à la fin de l'année. On a utilisé ces données-là, qui nous ont donné les 16 000 événements, pour mesurer la vitesse d'arrivée en grand sasso, et on a trouvé une différence de temps de cette vitesse de neutrino par rapport à la vitesse de la lumière de 60,7 plus ou moins 6,9 plus ou moins 7,4 nanosecondes. Alors, nous ne pouvons pas expliquer ce phénomène-là par des biais connus d'erreurs systématiques. C'est pour ça qu'on élargit maintenant le débat sur toute la communauté, pour voir s'il n'y a pas encore quelque chose d'autre derrière. Nous, on a cherché pendant longtemps, on n'a pas trouvé. On continue encore des recherches. On est en train de recommencer des études et des analyses complètement indépendantes de ce qu'on a fait par la suite. Et cette mesure nous permet de donner une différence relative entre la vitesse du neutrino et la vitesse de la lumière de 2,48 plus ou moins 0,28 plus ou moins 0,30 10 puissance moins 5, ce qui nous conduit à cet effet systématique de 6 sigma. Alors, on n'a pas vu de différences énergétiques, on n'a pas vu de variations d'énergie. Il faut dire que nous ne voyons qu'une petite fenêtre en énergie par rapport aux échelles d'énergie qui peuvent exister dans l'univers. Malgré la précision qu'on a apportée et puis la stabilité de nos analyses, là, nous continuons nos études, comme je vous ai dit. Déjà, on a commencé des nouvelles études. Et nous avons décidé de ne pas donner d'interprétation théorique ou phénoménologique de ces résultats à l'intérieur de la collaboration. J'imagine que chacun peut avoir son idée sur ça. Vous n'avez qu'à aller maintenant sur le site que je vous ai indiqué. Il y a tous les jours au moins 10 papiers qui sortent. Il y en a même qui étaient sortis vendredi après-midi, ce qu'on peut soupçonner déjà un délit d'initié pour ces mesures. Je vous remercie.